Merci. La parole est à Monsieur René-Paul Savary. Bien, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Oui, Monsieur le Ministre, au cours de ces débats, nous évoluons sur l'approche que nous pouvons présenter au Sénat, puisque notre groupe, en première lecture, était resté sur une approche différente, avec derrière cette loi précédente, notamment qui portait sur le conseiller territorial, qui était une innovation encore plus importante que celle que vous nous proposez. Donc oui, Monsieur le Ministre, il me semble que nous avons fait esprit de réforme à travers cela. Nous sommes des réformateurs, que le langage soit clair. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, je crois que nous avons entendu les propos du Premier ministre pour rechercher une certaine efficacité, lisibilité, économie à travers ce texte de loi. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre ait répondu à toutes nos interrogations. Alors sachez que dans cette conception qui a été déjà largement évoquée de grandes régions, avec un appui sur des territoires restructurés, et la disparition du département semble modifier. Si j'ai bien compris, le grand Big Bang, le grand soir, on n'en parle plus. On est sur une avance à petits pas, constructive, tenant compte des préoccupations des uns et des autres, et notamment du territoire. C'est tout à fait important. Je me permettrai, Monsieur le Ministre, de vous donner ma conception de cette vision avec des grandes régions. Si nous sommes avec des grandes régions stratégiques, ne confondons pas la taille et la puissance. C'est une vision très masculine qui ne correspond pas du tout à l'aménagement du territoire. Je crois que véritablement, demain, si nous voulons une grande région stratégique, il faut revenir au principe de 1986, au temps d'une EPR, où le budget d'une région était composé à 80% d'intervention, à 20% de fonctionnement. Ne mélangeons pas les genres. Il faut une région avec du développement économique, une décentralisation de la politique de l'emploi, la recherche, l'enseignement supérieur, les grandes infrastructures, les TER. Mais, Monsieur le Ministre, vous connaissez bien le problème. Pas les routes et les collèges, ce sont des structures de proximité. Et demain, pour faire des réseaux informatiques, ça sert à rien de mutualiser sur le plan régional. Soyons pratiques. Collectivités de proximité qui font véritablement les investissements qu'ont besoin de nos concitoyens. Grande stratégie, développement tiré vers le haut avec des régions un peu plus importantes. Cela peut avoir de la cohérence, bien qu'il faut être attentif, car n'oublions pas que le développement porte notamment dans les zones métropolitaines. Et les budgets des métropoles, Monsieur le Ministre, sont bien plus importants que les budgets des régions. Ne l'oublions pas. Deuxième point sur les communes, l'intercommunalité, la structuration du territoire. Vous avez avancé, Monsieur le Ministre, puisque hier, si j'ai bien compris, le seuil des 20 000 habitants n'est plus un seuil définitif pour la construction intercommunale. C'est une prise en compte des préoccupations rurales. C'est vers cela qu'il faut agir. Mais alors pourquoi avoir créé ces binômes? Vous savez ce que c'est? Nous sommes tous en train de faire les mariages nécessaires pour répondre à ces rapprochements d'intercommunalité qui font que des gens qui ne se connaissent pas aujourd'hui vont se retrouver dans des territoires de plus de 70 km de long, c'est mon département par exemple, et des territoires de plus de 70 communes. Des gens qui ne se connaissent pas, qui vont être amenés à travailler ensemble. Est-ce que c'est vraiment cohérent d'aller vers ces intercommunalités qui auront, Monsieur le Ministre, soyons pratiques, des conseils intercommunautaires qui seront encore plus importants peut-être que les conseils régionaux derrière. Et donc, véritablement, derrière, il n'y a plus le sentiment d'appartenance. C'est la raison pour laquelle, si on veut respecter les territoires ruraux, il faut encore avancer et prendre en compte un certain nombre de critères. Certes, la densité qui est importante, mais également le nombre de communes. Je crois que c'est cette voie-là qu'il faut aller. Et on pourra peut-être trouver quelque chose de constructif qui répondra aux besoins de nos concitoyens. Un deuxième point, Monsieur le Ministre, sur lequel je voulais vous alerter, c'est véritablement de ne pas organiser une France à deux vitesses. Parce que, voyez-vous, dans ce schéma que vous nous proposez, il va y avoir
des régions génétiquement modifiées et des régions qui ne le sont pas. Puisque quand on va faire des fusions de régions qui n'ont pas d'entité commune, pas de volonté forcément au départ de travail en commun, on va passer un certain temps, monsieur le ministre, à organiser tout cela, à mieux se connaître et mettre sur pied cette future grande région par rapport à des régions qui sont déjà organisées, qui ont l'habitude d'avoir un budget structuré, des relations interdépartementales qui sont efficaces le lendemain de l'élection. Donc véritablement, la France à deux vitesses peut être là une préoccupation sur laquelle il faut se pencher. Et puis une deuxième préoccupation, monsieur le ministre, ce sont les départements chefs-lieux de région. Et là, je voudrais insister sur les départements de chefs-lieux de région, puisque cela peut engendrer véritablement des difficultés dans un certain nombre de chefs-lieux de région. Vous savez, moi, ma capitale administrative, c'est Châlons-en-Champagne, 50 000 habitants qui vient de perdre un régiment, moins 1200 emplois. Demain, si ce n'est plus le chef-lieu de région, c'est encore 1000 emplois qui sont délocalisés dans une autre région, tant mieux pour elle, mais qui seront absents sur le territoire, qui vont créer un certain nombre de difficultés. Cela mérite d'être pris en compte, c'est la réalité des choses dans cette organisation. Et puis, troisièmement, monsieur le ministre, en ce qui concerne cette France à deux vitesses, la sous-représentation rurale, ces départements ruraux avec 2 à 3 représentants ne pourront pas porter comme ils le souhaiteraient dans la future organisation. Là aussi, il faut trouver des solutions. Si nous les trouvons ensemble, nous pourrons avancer ensemble sur cette réforme. Maintenant, permettez-moi de parler un petit peu de ma région, la Champagne-Ardenne, qui a été ballottée au gré du vent, je dirais, au gré des personnalités politiques, qui a été tantôt d'un côté à l'ouest, tantôt au Grand Est. Et c'est tout à fait normal, monsieur le ministre, que cette région soit ballottée. C'est normal puisqu'on veut la mettre sous la coupe de métropole alors qu'elle est à 3/4 d'heure de Paris et que sa capitale métropolitaine, c'est ni Lille ni Strasbourg, c'est Paris. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut comprendre que cette région soit sujette à des déplacements tout à fait compréhensibles, mais qui ne sont pas, me semble-t-il, d'une redoutable efficacité. Alors, soyons attentifs à tout cela. Moi, ma conception est très claire, je l'ai déjà affichée. Je pense que quand il y a une grande métropole, et je pense à Lille, je pense à Strasbourg, il est tout à fait légitime qu'il y ait des petites régions. Ce n'est pas du tout incompatible. Le budget est dans les métropoles, il n'est pas forcément dans les régions. Ce sont ces métropoles qui vont tirer. Elles n'ont pas besoin d'avoir un rayonnement extraordinaire. Par contre, monsieur le ministre, et le raisonnement s'applique aussi bien en Alsace que dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je crois que là-dessus, il y a quelques élus qui ne sont pas insensibles à ce type d'argument de structuration autour d'une métropole, avec une rationalisation de la carte administrative qui se cale sur la réalité économique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, me semble-t-il. Ce n'est pas incohérent, ça mérite d'être pris en considération. Et derrière, il y a des no-man's-land. C'est pour ça que ces grandes régions de la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, qui n'ont pas de métropole, mais qui sont sous le rayonnement de 3 métropoles, par exemple Lille, Paris et Strasbourg, ont des réalités économiques différentes, qu'elles peuvent vivre sous le rayonnement de ces métropoles sans être associées directement à ces métropoles. Et elles ont, par contre, des choses en commun, une densité de population, un certain nombre de difficultés qu'elles peuvent mettre ensemble pour massifier, faire un nombre d'habitants qui devient un peu plus cohérent. Attention, attention à croire que le fait d'avoir une métropole va vous transformer, mes chers collègues. Je rappelle qu'il faut voir la densité de population, que dans des zones métropolitaines, quand vous avez 200 habitants au kilomètre carré, quand vous avez un service, vous avez une rentabilité des usagers, des recettes, que dans les zones à 50 habitants au kilomètre carré, vous n'avez pas le coût des transports ou le coût des services publics est toujours une dépense sans jamais de recettes. Et puis d'autre part, il faut voir l'endettement de ces régions. Quand il s'agira d'assurer un mariage, il va falloir prendre en compte l'ensemble de ces difficultés. J'en termine, Madame la Présidente, merci de me rappeler à l'ordre, pour dire que ce qui est important, ce sont des évolutions, que cette carte devienne une carte martyre,
qu'il puisse y avoir des possibilités de détachement des départements de façon à ce que ce soit cohérent, que vous acceptiez en ce qui concerne les départements un mandat de 6 ans. Ce sera véritablement une avancée du gouvernement pour dire que les conseils départementaux, ont encore un certain avenir parce que ce sont des amortisseurs sociaux et des amortisseurs du territoire et que vous revenez sur ces engagements de 20 000 habitants en ce qui concerne les intercommunalités. Nous aurons déjà fait un pas pour nos territoires. Je vous remercie. Merci, cher collègue.